C'est l'heure des matins du Sénat. Bonjour à tous. C'est fait, le Sénat a adopté l'article sur la PMA pour toutes les femmes. Un article qui fait partie du projet de loi bioéthique que les sénateurs vont examiner pendant 2 semaines. Retour sur les moments forts de ce débat et notamment sur les problèmes de la PMA post-mortem et du remboursement de la PMA par la sécurité sociale. Vous allez le voir, ces 2 points ont suscité beaucoup de réactions parmi les sénateurs. Direction l'hémicycle, on se retrouve juste après. L'article 1er, avec 11 amendements et 3 sous-amendements en discussion commune. Et Monsieur le Président, vous voulez prendre la parole avant ? Oui, merci Monsieur le Président. C'est juste pour vous demander, la commission spéciale demande à ce que, au moment où on votera, on donne la priorité à l'amendement numéro 24 de Madame Procaccia et à ses sous-amendements. L'amendement 24, vous dites. Pour qu'il y ait une priorité, il faut que le gouvernement soit d'accord. Est-ce que le gouvernement est d'accord? J'interroge le gouvernement. Oui. Dites-le dans le micro, voilà. Oui, Monsieur le Président. Pardon. Donc la priorité sera donnée au moment du vote sur cet amendement. Donc tout le monde doit en tenir compte parce que probablement il va faire tomber les autres. Donc ceux qui voudront s'exprimer en explication de vote sur leur amendement, je les encourage à le faire avant que ça tombe. Sinon ils ne pourront pas parler. Voilà. Madame Meunier, vous avez la parole pour le 272 rectifié bis. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Cet amendement vise à permettre aux membres survivants du couple, s'il s'agit d'une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l'ont successivement recommandé l'Agence de biomédecine, le Conseil d'État et le rapport d'information de la mission parlementaire. Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules, comme nous l'avons fait hier, et refuser à une femme veuve d'être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou de détruire les embryons conçus avec son compagnon défunt, tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ? Plusieurs délais sont possibles. En Europe, en Espagne, la loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès. En Belgique, la législation n'autorise le transfert qu'au terme d'un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et au plus tard dans les 2 ans qui suivent le décès. Cet amendement s'appuie sur la législation belge donc et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et il lui laisse 2 ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d'un double don. Merci. L'avis de la commission. Ah oui, pardon. On est bien en discussion commune. Monsieur Bigot, pour l'amendement 224 ou Madame Marie-Pierre de la Gontrie, vous avez la parole, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres. Nous avons présenté plusieurs amendements et donc je vais peut-être faire l'économie au Sénat de prendre la parole à chaque occasion. Plusieurs amendements et sous-amendements qui ont vocation à autoriser, en l'encadrant, la possibilité d'une PMA post-mortem. C'est un sujet évidemment extrêmement difficile. Nous avons voulu proposer une approche très pragmatique, mais protectrice à la fois de la douleur de la veuve, mais aussi de l'avenir de l'enfant. C'est pour cela que, et ma collègue Michèle Meunier l'a rappelé, nous avons observé comment les choses étaient organisées dans d'autres pays. Et nous proposons dans différents amendements et sous-amendements, mais parce que certains de nos collègues ayant proposé des solutions, nous avons parfois souhaité sous-amender, nous avons proposé que ce soit autorisé. 2 hypothèses, à compter du don de gamètes ou à compter de l'embryon. 2 possibilités s'ouvrent. Et nous avons proposé que ce soit encadré dans un délai minimum dans le deuil, après le décès, maximum après le décès, pour ne pas laisser persister une situation qui permettrait plusieurs années après, éventuellement, certains pays l'autorisent, cette PMA.
certains des amendements proposeront des autorisations ante-mortem du père potentiel, etc. Ce que nous nous sommes dit, c'est, puisque nous autorisons, c'est déjà le cas depuis hier, une femme seule à procéder à une PMA, puisque nous sommes, attention pour nous c'est très important, dans un projet parental concrétisé, puisque un embryon ou un don de gamètes a été engagé. Dans ce cas, nous considérons qu'il est possible de le poursuivre et de le réaliser en l'ensérant, encore une fois, je me répète, dans un délai de temps. Et c'est le sens des différents amendements ou sous-amendements que nous proposons. Vous le voyez, une solution à la fois équilibrée, respectueuse à la fois de la femme, de l'enfant à naître et du père décédé. Alors, pour gagner du temps, vous pouvez me citer les amendements en question ? Madame de La Gontrie, là c'était le 224, vous me dites que vous n'allez pas reprendre la parole pour les autres, donc quels sont les autres? Le 231 par exemple, vous le défendez, Monsieur Bigot? Non, Madame de La Gontrie vous a exposé notre démarche et notre réflexion. Le 224 vise l'hypothèse où le couple précise dans son consentement que on peut poursuivre le projet parental avec les gamètes et les embryons. Ça, c'est dans l'hypothèse où le couple l'a précisé et est d'accord. Ça, c'est le 224. Le 231, lui, c'est l'idée qu'il n'y a rien été dit par le couple, un embryon existe, et le drame, on y reviendra, c'est la situation de ces femmes qui voient perdre leur compagnon. Il y avait un projet parental, il y a un embryon, et on vient dire à la femme, l'embryon, vous ne pouvez pas le prendre, mais vous pouvez le donner. Et éviter cela au travers de l'amendement 231, qui est plutôt sur l'implantation porcelaine exclusivement de l'embryon. Et puis les sous-amendements, et on pourra y revenir, c'était parce qu'on a bien senti en commission qu'on allait vers l'amendement de Madame Procaccia, et l'organisation du débat que vient proposer le Président va dans ce sens. Les sous-amendements à l'amendement de Mme Procaccia vise à avoir un délai de 6 mois à 24 mois après le décès du père. Et ensuite, l'idée qu'on ne voit pas pourquoi dans l'amendement de Mme Procaccia, que je présente du coup, il y a une autorisation qui est demandée à l'agence de biomédecine, et c'était les dons. Voilà, donc j'ai complété, ma chère Marie-Pierre, ce que tu as dit, et comme ça, tout est clair, et nous avons présenté l'ensemble de nos amendements et des sous-amendements. Merci, Monsieur le Président. Enfin, il y en a d'autres, mais ce n'est pas vous qui êtes signataire en premier. Donc, on continue avec celui de Madame Benbassa, 102 rectifié bis. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, plusieurs amendements déposés par nos collègues souhaitent déjà l'ouverture de la PMA post-mortem, inspirée par les législations étrangères en la matière. Toutes les propositions formulées prônent la mise en place d'un délai au cours duquel le membre survivant du couple pourra exécuter la procédure de PMA qu'il avait entamée. Notre amendement est différent dans le sens où, comme nos collègues, nous souhaitons la mise en place de la PMA post-mortem à ceci près que nous ne voulons pas qu'elle soit exécutoire seulement dans un laps de temps défini, et ce parce que le deuil a son rythme intrinsèque. De 6 mois chez certains, il est de 10 ans chez d'autres. Chacun devrait avoir le droit de vivre la perte d'un être cher comme il l'entend et sans restriction dans le temps. Rien ne devrait entraver la poursuite du projet familial si l'un des parents venait à décéder avant la procédure de PMA, si ce n'est peut-être la conservation médicale des gamètes et embryons ou encore la capacité à procréer du membre survivant du couple. Dans le droit actuel où la procréation médicalement assistée après le décès d'un des conjoints est prohibée, les seules options qui sont ouvertes aux membres survivants du couple sont soit la destruction des gamètes et embryons, soit la possibilité de les donner à un autre couple souhaitant bénéficier d'une PMA. Ajouté à la peine engendrée par la perte du conjoint, ce choix, lourd de conséquences, est tout simplement
insurmontable pour nombre de personnes endeuillées. Il est donc nécessaire que le législateur ouvre une voie nouvelle pour ces personnes. Tel est le sens de notre amendement. Je vous remercie. Très bien. Eh bien, on arrive à l'amendement phare, numéro 24, Madame Procaccia. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, même si mes collègues ont présenté déjà l'amendement et des arguments, je voudrais préciser un certain nombre de choses. D'abord, je n'ai pas été regarder ce qui se passait à l'étranger pour proposer cet amendement. Je me suis fondée simplement sur deux éléments. Le fait que l'Assemblée nationale avait voté, puis hier le Sénat, l'extension de la PMA aux mères célibataires, aux femmes célibataires, et l'aberration de situation avec une femme veuve qui, elle, ne pouvait pas, dans l'état actuel, se faire réimplanter, je dis bien un embryon, et non pas des gamètes et procéder à une fécondation. Donc, mon amendement est beaucoup plus circonscrit, puisqu'il s'agit d'embryons déjà conçus, où, après avoir discuté avec des notaires, effectivement, il n'y a aucun problème juridique par rapport à l'enfant et par rapport à l'héritage. Certes, ce sont des cas exceptionnels. Il y en aura peut-être que 1, 2 ou 3 en 10 ans, si on regarde les statistiques. Mais pourquoi exclure ces femmes ? S'agissant des sous-amendements présentés en particulier par mes collègues du groupe socialiste, s'agissant des délais, je veux simplement dire que je me suis fondée sur le Comité consultatif national d'éthique qui avait fixé ces délais et ces procédures, mais naturellement, tout ce que demandera la Commission, je suivrai dans les modifications, si la Commission le demande, les périodes de délai ou de modalités. Et enfin, je voudrais remercier les collègues qui ont été assez nombreux à co-signer cet amendement, mais qui n'apparaît pas parce qu'on a eu un petit bug quand on a envoyé les co-signatures. Très bien. Alors, le premier sous-amendement à cet amendement, c'est le 324 de Madame Schillinger. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je défendrai aussi le 268. Comme certains de mes collègues l'ont précédemment mentionné, dès lors que le texte permet aux femmes seules d'avoir recours à l'AMP avec tiers donneur, il semble délicat de trancher en faveur d'une interdiction de l'AMP post-mortem. Dans une telle configuration, une femme veuve pourrait en effet procréer en recourant aux gamètes d'un tiers donneur, mais pas en recourant à l'embryon fécondé dans le cadre du projet parental entrepris avec son conjoint décédé. Dans le même temps, il apparaît essentiel, dans l'intérêt de l'enfant, d'encadrer cette pratique afin qu'elle ne porte pas le sceau du deuil. L'amendement de ma collègue Catherine Procaccia rend à ce titre possible l'AMP post-mortem de 6 à 18 mois après le décès du conjoint. Nous avons proposé dans un autre amendement, déposé par ailleurs, une limitation temporelle de 6 mois à 2 ans après le décès, en cohérence avec cet amendement de notre groupe. Nous proposons par le présent un sous-amendement de rehausser à 2 ans le délai limite pour recourir à l'AMP afin d'offrir toutes les conditions d'une prise de décision éclairée. Dans le cas où ce sous-amendement serait adopté, je voterai l'amendement modifié de Catherine Procaccia. Très bien. Donc vous avez défendu aussi le 268 avec ceux déjà défendus par les socialistes. Nous arrivons au 116 rectifié bis pour me suivre. C'est Madame Guillotin qui le présente. Vous avez la parole, chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Effectivement, cet amendement questionne un sujet plus que sensible, j'en ai bien conscience, et il vise, en tout cas dans l'état d'esprit dans lequel on s'est inscrit, non pas à ouvrir des droits pour ouvrir des droits, mais plutôt à résoudre un paradoxe qui résulte de l'examen de ce texte en cours. À y apporter une réponse empreinte d'humanisme face à des situations qui sont effectivement rares mais éminemment douloureuses, comme on a pu en témoigner lors des auditions des professionnels de santé qui y sont confrontés. Actuellement, les dispositions en vigueur n'autorisent pas l'insémination en cas de décès du conjoint. Or, le projet de loi que l'on examine étend la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Cela signifie qu'une femme dont l'époux est décédé au cours d'un projet parental
bien définie et débutée, pourrait bénéficier d'un don de gamètes d'hommes anonymes, alors que ces mêmes embryons conçus avec les gamètes de son époux lui seraient refusés, alors qu'il pourrait être utilisé dans le cadre d'une PMA d'une autre femme, ce qui me paraît complètement paradoxal. En fait, la seule question qui vaille n'est pas celle de l'accès de la PMA aux femmes seules, puisque c'est autorisé, mais bien de savoir si le décès d'un parent avant la naissance de l'enfant est un obstacle absolu à son développement harmonieux et donc à son intérêt supérieur. Sincèrement, je ne le crois pas. Ces enfants sont le fruit d'une volonté conjointe et d'un amour parental affirmé. Les signataires de cet amendement considèrent que la qualité de l'accueil d'un enfant venu au monde prime sur la conformité de sa famille. Nous pensons que la conviction d'une femme dans la solidité du projet parental qui l'a liée avec son époux disparu peut suffisamment nourrir affectivement un enfant qui en serait issu. Enfin, il convient de souligner que la rédaction de notre amendement est particulièrement prudente puisqu'elle s'articule autour de la notion de consentement de l'époux qui serait recueilli et révocable. Et cet amendement permet également que le projet parental se poursuive dans un délai encadré et raisonnable entre 6 et 18 mois, comme l'amendement de Madame Procaccia. Je vous remercie. Merci. Nous en venons à l'amendement 279 rectifié. Madame Rossignol, vous avez la parole. En fait, cet amendement est à la convergence d'autres sous-amendements et de l'amendement de Catherine Procaccia qui serait rectifié par les sous-amendements présentés 325 et 326. Il porte sur deux différences. L'une qui est la durée pendant laquelle la femme peut engager le processus de PMA, jusqu'à 24 mois. Alors avec une question, c'est que est-ce que les 24 mois, c'est la durée pendant laquelle on fait les actes médicaux de PMA, ou c'est la durée pendant laquelle on engage la PMA? Est-ce qu'une personne qui aurait engagé dans le délai de 18 ou 24 peut poursuivre jusqu'à ce que la PMA soit conclusive, réussie? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est d'exclure l'agence de biomédecine du processus. D'abord parce que je crois que ce n'est pas tout à fait sa place et je ne suis pas sûre qu'elle ait les compétences. Et puis, dès lors qu'il y a un consentement et plus tout le process d'accompagnement psychologique qui est déjà prévu dans les PMA, je crois que ça devrait suffire. Par ailleurs, j'entends bien comment la question de la PMA post-mortem peut être troublante. Elle l'est incontestablement, il ne faut pas le nier. Comment elle peut donner l'impression d'enjamber, si j'ose dire, la mort du père pour poursuivre un projet qui avait été fait auparavant. La condition du consentement du père est indispensable. Et il faut aussi faire attention à une chose, c'est que la femme ne soit pas soumise aux pressions de la belle famille. Voilà, bien sûr, bien sûr. Les pressions de la belle famille, c'est-à-dire qu'on lui demanderait de poursuivre une PMA et de poursuivre la continuité de la personne décédée, ce que les parents, la famille du conjoint décédé pourraient faire. C'est pour ça que l'ensemble des accompagnements psychologiques sont aussi importants. Merci. Ensuite, le 157, Monsieur Canevet. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Prenant acte que l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation pour les mères célibataires pourrait être acquise, il conviendrait légitimement de pouvoir l'étendre également aux veuves, bien sûr de façon encadrée. Cela a été dit dans les différents amendements qui ont été présentés. Celui-ci s'appuie notamment sur l'avis du Conseil consultatif d'éthique qui prévoyait notamment qu'il y ait un délai maximum et minimum, délai minimum de 6 mois après le décès et maximum de 18 mois. C'est la différence avec les autres amendements. Très bien. Madame Doineau, pour le 96 rectifié, ou Monsieur Chassaing, ou Casabonne, ou Madame Guinez. Oui, effectivement, donc je suis favorable à ce que l'interdit de la procréation post-mortem aux couples engagés dans une AMP, alors que c'est préalablement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d'accéder à ces techniques de procréation, est probablement contradictoire et injuste. Au décès de l'un ou l'autre du couple, donc devra s'ajouter, si la femme le souhaite, l'obligation d'engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu'elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro. Cet amendement donc propose d'autoriser la procréation post-mortem dans les conditions d'encadrement équilibré
Il serait possible, lorsque l'autre membre du couple a consenti préalablement à l'insémination ou au transfert d'embryons post-mortem, la naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'une insémination ou d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. Et enfin, l'insémination ou le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au maximum 6 mois et au maximum 3 ans, minimum 6 mois et au maximum 3 ans après le décès. Merci. Ensuite, il y avait le 64 rectifié de Monsieur Masson, mais il n'est pas dans l'hémicycle, donc il n'est pas soutenu. Et nous passons à l'avis de la commission. Madame la rapporteure, sur l'ensemble de ces amendements. Merci, Monsieur le Président. Chacun a bien compris, au vu des explications qui ont été données, quelle est la situation qui est visée. La situation est celle d'un couple qui a un projet parental, qui a recours à l'AMP, le père décédant alors que l'AMP n'a pas été totalement mise en œuvre, c'est-à-dire que des embryons existent, mais aucun n'a encore été implanté. Que faire? Permettre à la veuve d'implanter cet embryon ou ne pas le permettre? Je dirais que le droit commun ne le permet pas. La mort met fin aujourd'hui à la procédure d'assistance médicale à la procréation pour une raison assez simple, qui est que lorsqu'un projet parental a été fait à deux, lorsqu'un des deux manque, il n'y a plus de projet parental. Il y a donc une fin de l'assistance médicale à la procréation. Jusqu'alors, la question ne se posait guère, si je puis dire, même si je crois qu'elle avait déjà été abordée dans cet hémicycle. La question se pose désormais parce que cette femme veuve qui a acquis le statut de femme seule pourrait accueillir un autre embryon ou d'autres gamètes, puisque les femmes seules peuvent participer désormais à une procédure d'assistance médicale à la procréation. Mais en aucun cas, elle ne pourrait bénéficier de l'embryon qu'elle a conçu avec son défunt époux. C'est un paradoxe, nous dit-on. C'est un paradoxe qui est, je crois, apparent, puisque précisément, je l'indiquais, le projet parental n'existe plus à défaut des deux parents. Mais pour autant, on peut parfaitement entendre la cruauté qu'il y a pour cette femme, à savoir qu'elle pourra avoir un enfant de toutes les façons possibles, mais en aucune façon de celle qu'elle avait envisagée jusqu'alors, qui était de faire cet enfant en AMP avec son époux. C'est effectivement cruel, parce qu'il est cruel de perdre son mari et qu'il est cruel aussi de perdre ensuite l'espoir d'enfant qu'on avait à deux. Et on peut l'entendre. L'intérêt de la femme qui a fait ce projet, il est peut-être, ça n'est même pas sûr d'ailleurs, mais peut-être, de bénéficier de cet embryon. En face, nous avons, et c'est toujours ainsi dans ce projet de loi, l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est un enfant qui va naître orphelin de père, et la loi l'y aura autorisé, et c'est un enfant, excusez-moi de le dire d'une façon aussi crue, mais c'est la réalité, qui va naître d'un mort. Ce qui est évidemment, lorsqu'on parle de rupture anthropologique, une rupture assez forte, puisqu'on ne fait plus la distinction entre le vivant et le mort. Voilà ce entre quoi vous avez à choisir, mes chers collègues. Pour ma part, j'émets les plus vives réserves sur cet amendement, mais ça n'a pas été le cas de la Commission. Et comme la Commission s'est prononcée et que je suis son rapporteur, je vous l'indique, la Commission a émis un avis favorable à l'amendement numéro 24, l'amendement de Mme Procaccia que nous allons examiner en premier. Pourquoi ? Car, sans doute conformément à l'avis qui a été donné par le Conseil consultatif national d'éthique, c'est l'amendement qui encadre le plus cette procédure, puisqu'il se limite au cas où l'homme décède, car certains autres amendements prévoyaient les couples aussi de femmes, mais ça n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas d'embryon dans ce cas. Les autres cas de figure sont évidemment moins problématiques. Cet amendement prévoit l'expression du consentement de cet homme à ce transfert post-mortem. Il l'encadre par des bornes de temps 6 à 18 mois après le décès. Il prévoit une autorisation de l'agence de biomédecine et il limite le nombre de naissances susceptibles d'intervenir dans ce cadre. Donc voilà quelle a été la position de sa commission. Pour tous les autres amendements, Monsieur le Président, l'avis a été défavorable. Et non, il me faudrait votre avis sur les sous-amendements à cet amendement. Défavorable. Favorable. Très bien. Défavorable. Oui, c'est ce que j'ai dit. Défavorable. Alors nous sommes d'accord. Oui. Voilà. Qui ? Madame Buzyn Vous deux ? Oui, d'accord.
Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous interviendrons à deux sur l'ensemble de ces amendements et je vais répondre de façon générale. D'abord, pour vous dire que lorsque j'ai été amenée à réfléchir sur cette mesure, au tout début du projet de loi, j'y étais favorable exactement pour tous les arguments que vous avez évoqués lors de la présentation de ces amendements. Par souci de cohérence par rapport aux femmes qui ont l'autorisation d'accéder à l'AMP en étant non mariées, et donc avec ce sentiment que le deuil est déjà un moment dramatique à vivre et que l'on infligeait à des femmes qui étaient dans un projet parental cette frustration ultime de ne pas pouvoir l'amener à terme. Et donc, je comprends l'émotion et je comprends les argumentaires que vous avez tous relevés. Maintenant, je souhaiterais avec vous tirer le fil différemment parce que progressivement, je me suis construit une autre conviction sur l'AMP post-mortem qui ne vient pas de la situation, j'allais dire, la plus emblématique d'une femme robuste qui est dans un projet parental, qui a un embryon congelé, le mari décède brutalement et elle se dit « je dois le mener à terme, c'est ce que je lui dois, c'est ce que nous nous devons et c'est un acte d'amour et c'est un... » Je l'entends. Maintenant, plusieurs faits. D'abord, je pense que l'argument de cohérence pour moi ne tient pas. Je pense qu'une femme seule, et j'en ai auditionné énormément, qui construisent un projet parental dans l'AMP pour les femmes célibataires, est une femme qui a mûrement réfléchi le fait d'accueillir un enfant seul, qui a construit un référentiel souvent familial avec une altérité paternelle dans des oncles, des amis, qui a construit une forme de nidation dédiée à ce projet parental seul. Nous sommes dans une situation de femme qui vit un deuil, qui vit un traumatisme, qui a ce projet parental et qui, tout d'un coup, doit le reconstruire dans une situation complètement différente en termes de rapport familial, de rapports amicaux, de finances. Tout d'un coup, tout est rupture. On connaît le moment du deuil, tout est rupture. Cette femme, ce que nous lui souhaitons, en fait, c'est de faire son deuil. C'est de construire un autre projet, peut-être de se remarier, peut-être de repenser un projet parental en tant que femme seule, mais nous ne lui souhaitons pas forcément de s'engager dans un projet d'AMP dont on connaît le risque d'échec. Je rappelle aujourd'hui que le risque de succès ou les chances de succès de l'AMP sont de 15 à 20%, ce qui veut dire qu'on l'empêche de faire son deuil dans cette situation. On l'amène à attendre 6 mois parce que ce sont les délais évoqués et s'engager ensuite dans un projet d'AMP successif avec des échecs successifs qui sont beaucoup plus probables que des succès. Donc c'est un deuil quasiment interminable et renouvelé, un double, un triple deuil d'incapacité. Donc je pense que déjà c'est une fausse sécurité. Je pense en plus que c'est une fausse liberté qu'on donne aux femmes. Je pense qu'il peut y avoir, je ne dis pas que ce sera toujours le cas, mais il peut y avoir une pression sociétale, une pression amicale. Est-ce que tu l'aimais vraiment? Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Une pression familiale, Madame Rossignol l'a évoqué. Je ne suis pas certaine de l'argument de liberté. Et donc je pense que par rapport à un cas parfait que nous avons tous en tête, où on se dit nous voulons aider cette femme, nous avons un risque considérable d'amener des femmes vers en réalité un deuil interminable, des échecs successifs, des pressions. Et enfin, certains d'entre vous ont toujours l'objet embryon en ligne de mire en disant cet embryon congelé qu'on pourrait donner à d'autres. Comment peut-on faire ça à cette femme? D'abord, je rappelle que les embryons congelés qui sont donnés à d'autres couples sont extrêmement rares. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a moins de 20 naissances par an faites à partir de dons d'embryons. Chaque couple, en réalité, veut son propre embryon et en réalité, il n'y aura pas de don de cet embryon à un autre. D'ailleurs, la femme peut demander la destruction, évidemment. Mais surtout, l'embryon n'est pas un stade ultime
de l'AMP. Le fait d'avoir des embryons congelés ou des gamètes congelés ne correspond pas à des stades successifs de la démarche d'AMP. Ça ne reflète que le type d'infertilité. Donc, il faut bien voir qu'on ne peut pas traiter différemment dans cette AMP post-mortem les embryons congelés ou les spermatozoïdes congelés. Donc, en réalité, vous ne pouvez pas leur donner un statut différent puisque c'est lié simplement à la pathologie sous-jacente. Donc, vous êtes bien obligé de les traiter de façon identique. Donc, on donne aujourd'hui... la garde des Sceaux reviendra sur le statut ensuite qu'on en donne face à l'héritage éventuel. Donc, on met les femmes donc en situation d'espérer, de ne pas faire de deuil. Et ce que nous leur souhaitons en réalité, c'est de faire un deuil et de se reconstruire autrement. Et je terminerai... par le fait suivant, c'est que nous allons autoriser l'autoconservation des gamètes. Mais même sans cette autoconservation des spermatozoïdes, en réalité, aujourd'hui, il y a des milliers de situations où les spermatozoïdes masculins sont conservés dans le cas de maladie, dans le cas de cancer. Donc en réalité, cette situation de spermatozoïdes congelés existant dans un couple, elle est largement répandue. Et donc je trouve qu'on ouvre la voie, en réalité... Comme l'a dit Madame la rapporteure, peut-être à une rupture anthropologique qui me semble réelle, c'est-à-dire jusqu'à combien de temps peut-on donner naissance après la mort. Et enfin, le dernier argument, nous nous préoccupons, et nous l'avons dit depuis le début de l'examen de cette loi, de l'intérêt de l'enfant. Et là, sincèrement, je ne sais pas qui aujourd'hui, dans cette situation, peut garantir l'intérêt de l'enfant. Là, nous garantissons l'intérêt des femmes qui veulent continuer ce projet, mais qui peut garantir qu'un enfant conçu dans cette situation n'a pas une place particulière? Et je pense que cette place n'est pas la même que celle d'une femme seule, qui construit un projet parental seule. La projection du père absent, et donc la place de l'enfant est certainement différente que dans les autres situations. En tous les cas, aucune étude ne peut garantir la place de l'enfant. Et donc pour tous ces arguments, je me suis forgé la conviction que malgré, dans une vision émotionnelle, le souci de cohérence, je dirais la légitimité de le promouvoir, en réalité, je pense que nous faisons une erreur. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'oppose à la totalité de ces amendements. Alors, on va commencer les explications. Ah oui, Madame la garde des Sceaux, à votre tour, sous votre angle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je serai très rapide, simplement pour compléter ce que vient de dire Agnès Buzyn. D'un point de vue juridique, je ne me place plus du tout, cette fois-ci, ni sur la douleur, évidemment, ressentie par les femmes concernées, ni du point de vue médical, mais simplement du point de vue juridique. En réalité, autoriser la PMA post-mortem entraîne deux difficultés, qui ne sont pas nécessairement deux impossibilités, mais qui sont tout de même deux difficultés lourdes. La première concerne la filiation. À partir du moment où il y a AMP, il y a eu consentement à l'AMP, mais ce consentement-là, par, mettons, le père défunt et la mère, n'emporte pas filiation. Or, l'enfant, par définition, naîtra après les 300 jours dans lesquels la reconnaissance avec la présomption de paternité eût été possible. Là, ce ne sera pas possible. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait imaginer un autre système de filiation qui est tout de même assez complexe à mettre en œuvre. Je ne dis pas que c'est impossible, le droit n'est qu'un outil, mais c'est tout de même complexe à mettre en œuvre. Il y a une deuxième difficulté qui est liée à la PMA post-mortem, c'est une difficulté liée à la succession, à l'héritage. Il va de soi que le Code civil prévoit que pour hériter, il faut exister au moment de l'ouverture de la succession. Et donc, cela veut dire qu'il faudrait modifier l'article 725 de notre Code civil pour inclure parmi les héritiers l'enfant à naître. Donc, il y a là un premier travail, alors même donc que l'embryon ne serait pas nécessairement implanté au moment du décès. C'est l'hypothèse dans laquelle nous travaillons. Donc, ce n'est pas impossible, mais c'est tout de même compliqué. Il faudrait aussi modifier les textes qui sont relatifs à la capacité de recevoir par testament ou par donation, puisqu'en l'état actuel, on ne peut léguer ou donner en faveur d'une personne qui n'est pas encore conçue.
Donc on a aussi cette difficulté. Donc le règlement de la succession, dans ce cas-là, devrait être considérablement retardé. Il serait soumis à deux aléas. D'une part, la décision de la mère de réaliser cette implantation, cette AMP, de la concrétiser ou non, puisqu'elle aurait un délai que vous fixez vous-même entre 6 et 18 mois. Donc, la décision de la mère, puis ensuite à supposer, comme l'a dit Agnès, que cette AMP réussisse, eh bien, il faudrait voir que l'enfant soit bien viable au moment de la naissance. Donc, cela retarderait considérablement les successions de plusieurs années. Là encore, rien n'est impossible en droit, mais ce serait tout de même une véritable difficulté. Donc pour ces raisons, évidemment, cela nous a incité à conforter l'avis défavorable que nous émettons. Je laisse de côté les arguments que vient d'énoncer Madame le garde des Sceaux qui portent sur les modalités d'application de la transfert d'embryon post-mortem, qui n'ont effectivement pas été prévus par l'amendement et ses sous-amendements, et cela pose un problème juridique absolument sérieux. Je voudrais en revanche axer davantage mon intervention sur l'argumentation de Madame la ministre de la Santé. Je dois dire, Madame la ministre de la Santé, que j'ai trouvé votre argumentation très convaincante. Je pense que le risque majeur de cette disposition, si nous devions l'adopter, c'est tout de même, et je reprends vos termes, d'installer les femmes dans un deuil interminable et de faire vivre un enfant dans une forme d'ambiguïté qui est celle de l'entretien d'un amour qui a été interrompu par la mort. Je suis pris de vertige à cette idée, tant pour la femme que pour l'enfant, et je trouve que vos arguments sont à la fois des arguments de raison, mais aussi des arguments de profonde humanité. Je crois que l'empathie ne consiste pas à faire sienne l'émotion sincère et profonde exprimée par certaines femmes qui sont encore sous le choc d'un deuil extrêmement cruel. L'empathie, elle consiste justement à prendre en compte cette souffrance et à rechercher la meilleure solution pour que cette souffrance puisse être apaisée. Et je ne crois en aucun cas que la naissance d'un enfant qui serait mis au monde 2 ans après la mort de son père puisse être une solution. En mon âme et conscience, je dois dire que je me rallie entièrement à la position que vous avez, je trouve, avec sagesse exprimée. Simplement, on est sur un texte qui est grave et sur des amendements qui sont très importants. Je considère d'ailleurs que sur ce point de post-mortem, je pense que le meilleur amendement est celui de Catherine Procaccia. Je n'avais pas l'intention de le voter, ni avant d'avoir écouté les interventions des deux ministres, ni après. Il y a en réalité 2 voies possibles. Il y a une pensée qui est une pensée logique en fonction de celles et ceux qui veulent ouvrir, et notamment aux femmes seules, célibataires, la possibilité de la PMA. Et puis, il y a une autre forme de pensée, qui est une pensée que Mme Buzyn a développée, qui est une pensée prudentielle, préventive, à laquelle je me rallie. La première pensée, la première logique, je la comprends à partir du moment, celles et ceux qui appellent de leur vœu l'ouverture de la PMA, notamment pour les femmes célibataires, la question se pose très vite. Au nom de quoi on refuserait à une veuve une insémination par un gamète de son mari alors qu'on l'autoriserait à recevoir une gamète d'un inconnu? C'est une question qui est une question sensible et qui découle d'une logique un peu mécanique. Cette logique-là, je m'en écarte très vite et je pense que de ce point de vue-là, ce problème qui nous donne effectivement, cher Philippe Bas, un certain nombre de vertiges, je pense que la PMA post-mortem, nous devons la refuser. J'ai beaucoup apprécié, Madame la Ministre Buzyn, votre développement. Vous l'avez fait avec une touche d'humanité et je pense que ça a renforcé ma conviction. Et je pense qu'on est là sur des sujets où vraiment, il ne faut pas légiférer. On est sur des sujets limites. Et je pense qu'à chaque fois qu'on est sur des sujets limites, l'approche prudente, l'approche préventive doit s'imposer. Évidemment, le sujet est difficile.
Nous avons entendu les deux ministres nous exposer des arguments qui tous sont très intéressants. Je mettrai de côté les arguments de la garde des Sceaux concernant les questions de succession, qui ne doivent pas encombrer votre raisonnement, me semble-t-il, car aujourd'hui, dans le Code civil, existent déjà des règles concernant les règles de succession de l'enfant à naître. Donc, de ce point de vue-là, je pense que nous ne devons pas considérer que ça complexifie encore les choses. Je mets donc la difficulté de côté. Je pense que la vraie difficulté de raisonnement et d'acceptation de l'hypothèse sont celles soulevées par la ministre de la Santé. Je me place délibérément du point de vue de la femme, non de la femme en deuil, car pour moi il ne s'agit pas de compassion. S'il s'agissait d'entretenir le deuil éternellement, je trouverais effectivement qu'il y a là quelque chose de morbide, voire de toxique. Je pense qu'en fait, il faut faire confiance à la femme. Je l'ai dit hier lors des débats, je le redis aujourd'hui. Je ne pense pas que nous soyons mieux placés que ces femmes pour savoir ce qu'elles doivent décider de leur vie. Et ce qui est indiqué dans tous les amendements, notamment celui de Mme Procaccia, c'est bien ce délai de 6 mois minimum qui pourrait même d'être éventuellement un tout petit peu augmenté. Mais on voit bien que l'idée, c'est que ce ne soit pas sous le coup de l'émotion violente, du deuil, mais qu'un peu de temps soit passé. Et je rappelle que tout le process d'AMP impose l'intervention d'équipes psychologiques. Nous parlons de quelques cas par an, maximum. Et j'indique que si nous refusons de légiférer, nous nous trouverons dans la situation d'aujourd'hui dans laquelle les juridictions françaises ont accepté, notamment le Conseil d'État, que des femmes exportent leurs gamètes pour pouvoir procéder à l'insémination post-mortem à l'étranger, là où c'est autorisé. Et donc, à contrario, nous serions plus protecteurs, si vous le permettez, mes chers collègues. J'indique cependant que, non, je ne suis pas en train de vous dire, excusez-moi, pas de malentendu entre nous. Je ne suis pas en train de vous dire, puisque ça se fait à l'étranger, on peut le faire en France, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ce qui est proposé par l'amendement de Mme Procaccia serait du coup plus protecteur des règles que nous voulons, que nous estimons devoir imposer dans ce cas de figure très exceptionnel, que les règles que ces femmes pourraient du coup se voir appliquer à l'étranger, c'est cela que je veux dire. Et donc, l'amendement de Mme Procaccia rejoint nos préoccupations, quelles que soient nos approches, plutôt que de laisser la législation actuelle s'appliquer. Il faut conclure. Merci. Monsieur Houpert. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous, ici, nous légiférons. C'est facile. Mais mettons-nous à la place du médecin qui est là quand tout bascule. Vous avez cité le professeur Friedman, j'ai écrit une tribune sur Libération avec lui et Christian Hervé. Et je l'ai eu tout à l'heure au téléphone pour savoir quels étaient ses mots. Il m'a dit que c'est dur de dire non. C'est dur de dire non à une femme qui vient de perdre son mari. Et ça peut être une deuxième violence. La première violence étant la violence du sort, qui lui a fait perdre son être aimé. Et chers collègues, ne confondons pas les gamètes et l'embryon. L'embryon a été déjà conçu, et c'est une grosse différence. On va passer au vote d'abord sur les sous-amendements. Ils sont bien maintenus. Il y a 2 avis défavorables sur ces sous-amendements, de la Commission et du gouvernement. Alors on passe au vote. Le premier, c'est le 324 de Madame Schillinger, qui est pour. C'est pas tellement mon rôle. Hein. C'était remplacer les mots au maximum 18 mois après le décès par autorisation de l'agence de la biomédecine. Bon, peut-être je vous redemanderai de les relever, mais qui est contre? Bon, c'est net, rejeté.
Ensuite, 325, celui de M. Bigot, remplacé 18 par 24. Qui est pour? Qui est contre? C'est net, rejeté. Toujours un amendement de M. Bigot, le 326, supprimer les mots après autorisation de l'Agence de la biomédecine. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Rejeté. Et donc, on va passer au vote de cet amendement. Je pressens un vote avec un hémicycle assez plein, assez serré, et donc vous allez rester les mains levées le temps qu'on puisse compter tout le monde. Voilà. Et quand j'aurai convaincu le bureau, ça peut venir vite, on utilisera dans ces cas-là particuliers votre vote électronique qui pour l'instant ne sert qu'au scrutin public selon le règlement. Mais il faut changer le règlement pour le faire. On y va. Qui est pour cet amendement? L'amendement de Madame Procaccia, qu'on discute avec 35 interventions et depuis 2 heures. Il n'est pas adopté. Et si vous avez besoin de nos chiffres, c'est 58, 53. Donc, voilà. Oui. Eh bien, ça fait non, ça fait pas, ça rallonge les débats puisque ça ne fait pas tomber tous les amendements qui vont être discutés maintenant. Donc, 272 rectifié bis. Je pense que c'était 2 avis défavorables, celui de Madame Meunier. Qui est pour? Bon, je vous sens démobilisé, mais nous ne sommes qu'au début. Je répète, amendement 272 rectifié, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Alors, 224, c'est quoi ça? Non, non. Le 224 de M. Bigot, qui est pour? Monsieur le Président, les 2 amendements sont retirés. C'est évident que l'amendement Jeudi Procaccia était une synthèse. Il n'a pas été voté. Pas la peine de maintenir des amendements inutilement. Ça, il faut me le dire. Quand vous considérez que votre amendement n'a plus de raison d'être, je les retire. Alors, Madame Nbassa, vous faites pareil, non? Ouais. Donc, Madame Cohen le retire. Madame Schillinger, vous retirez votre amendement 268? Vous vous étiez rabattu sur celui de Madame Procaccia. Est-ce que vous le voulez? Vous le voulez en rattrapage ou vous ne le voulez pas? Retiré. Madame Guillotin, 116 rectifié bis, qui est retiré. Madame Rossignol, retiré. Monsieur Canvet, retiré. Madame Doineau, 96 rectifié. C'était défendu par Monsieur Chassin, retiré. Et l'autre n'avait jamais été défendu de M. Herzog et M. Masson. Nous avons ensuite en discussion commune 5 amendements. Le 115 rectifié, Mme Véronique Guillotin. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement vise à rétablir la prise en charge par l'assurance maladie de l'acte constitutif de la PMA pour tous les bénéficiaires, que ce soit les couples comme actuellement donc hétérosexuels ou les couples homosexuels femmes ou les femmes seules. Exclure du remboursement les femmes seules ou les couples de femmes compliquerait et limiterait l'accès à la PMA aux femmes les plus modestes et romprait ainsi un principe d'égalité du fait de leur seule orientation sexuelle. Sans compter l'incitation à se tourner vers d'autres pratiques à risque pour leur santé. Je veux parler évidemment des rapports non protégés à l'occasion de géniteurs voilà, que l'on pourrait trouver ou des techniques d'insémination non sécurisées, voire artisanales. Voilà le sens de l'amendement qui est de rétablir le remboursement pour tout le monde.
Merci. Amendement identique 228 de Mme Laurence Rossignol. Oui, il est clair que la Commission a souhaité réserver aux seuls couples de sexes différents le remboursement par la sécurité sociale de l'AMP avec tiers donneur et a donc clairement voulu exclure les couples lesbiens et les femmes seules, pas de l'accès à l'AMP, parce que les votes que nous avons émis hier ont permis de dégager une majorité au Sénat. Mais vous avez, ceux qui ont voulu faire ça, ont voulu les exclure d'un des fondements, d'un des piliers de notre République moderne, qui est la sécurité sociale. Cette solidarité collective qu'organise la sécurité sociale. Ce signal de l'appartenance à un monde solidaire dans lequel on se soutient face aux aléas de la vie. Et en voulant exclure les couples lesbiens et les femmes seules, en fait, vous dites qui est légitime à faire des enfants avec AMP avec donneur et qui n'est pas légitime à faire ses enfants avec AMP avec donneur. Donc, c'est incontestablement une mesure dissuasive. Vous voulez dissuader les femmes seules, dissuader les couples lesbiens de recourir à l'AMP, à la fois avec un signal symbolique, l'exclusion de la sécurité sociale, et bien entendu aussi avec une sanction financière. Et tout cela me rappelle terriblement les débats autour du droit à l'avortement. Nous sommes exactement à la situation de 1975 où l'avortement est légalisé, mais il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il a fallu attendre 1982 pour que l'avortement soit remboursé par la sécurité sociale. Et on retrouve les mêmes mots que l'on entend sur l'avortement, l'AMP de confort, l'AMP de convenance. Aujourd'hui encore, des gens parlent d'avortement de confort, d'avortement de convenance. Et aujourd'hui encore, les porte-paroles de l'extrême droite continuent de demander le déremboursement de l'avortement. Donc on est, comme en 1975, sur cette espèce de compromis entre le fait que la société ayant une demande ferme, soutenue, eh bien on avait dépénalisé l'avortement tout en gardant une dimension dissuasive par le non-remboursement. Et là, le Sénat légaliserait l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules, mais leur refuserait la sécurité sociale. Enfin, j'entends souvent des propos extrêmement natalistes dans cette Assemblée. Vous êtes pour une politique nataliste. Pourquoi se priver dans la natalité des enfants des femmes seules et des couples lesbiens? Merci. Le 262 rectifié, Madame Patricia Schillinger. Madame Rossignol a bien expliqué. Dans sa rédaction initiale, l'article 1er garantissait l'égal accès aux techniques de procréation médicalement assistée pour l'ensemble des femmes. Que leur impossibilité d'avoir un enfant soit liée à une infertilité ou à leur situation personnelle, par la prise en charge intégrale de l'AMP par l'assurance maladie. Le texte avait donc pour substance de rendre réel l'accès à un droit étendu. Il est à ce titre regrettable que la commission spéciale ait réduit le champ de la prise en charge aux couples hétérosexuels et selon un critère pathologique. Premièrement, la mise en œuvre de l'AMP pour les couples hétérosexuels ne s'inscrit pas toujours en pratique dans un contexte pathologique. Deuxièmement, comme le rappelle le Conseil d'État, l'équité commande de ne pas écarter les personnes les plus démunies de la prise en charge des techniques d'AMP, ce que revient justement à faire le texte de la commission spéciale. La restriction qui prévoit ferait en réalité perdurer la corrélation qui existe aujourd'hui dans les faits entre ressources économiques et concrétisation du projet parental des couples de femmes et des femmes seules. Enfin, si la question des coûts ne saurait constituer le critère ultime de décision en matière, laissez-moi souligner une estimation produite dans l'étude d'impact. Le coût annuel de l'ouverture à l'AMP représenterait ainsi 5% du coût total de l'AMP aujourd'hui. Mes chers collègues, reconnaître dans la loi la légitimité d'un projet parental tout en le privant en pratique des conditions de sa réalisation nous paraît peu soutenable. C'est pourquoi nous proposons par cet amendement de réintroduire la prise en charge de l'AMP pour l'ensemble des couples hétérosexuels ainsi que pour les couples de femmes et des femmes seules.
Merci. Madame la ministre, amendement identique du gouvernement. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais quand même donner l'argumentaire. Donc évidemment, le gouvernement cherche à rétablir la prise en charge intégrale par l'assurance maladie pour tous les actes d'AMP pour l'ensemble des assurés. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'AMP n'est ni le traitement d'une pathologie, quand bien même il en existe une, et encore moins la prévention d'une pathologie. Et pourtant, c'est un acte qui est pris en charge. Elle est prise en charge parce qu'il s'agit bien d'un acte médical, exercé dans un cadre médical, accompagné et à l'issue d'une évaluation médicale. Et ce sera exactement le même cadre pour les couples de femmes ou les femmes non mariées. Or, la commission spéciale a souhaité réserver la prise en charge de l'assistance médicale à la procréation par l'assurance maladie aux seuls couples hétérosexuels infertiles. Ce faisant, il apparaît qu'on ouvre un nouveau droit aux femmes, mais sans le rendre effectif, ce qui en fait revient à y être opposé. Donc l'option du gouvernement instaure un traitement égalitaire entre toutes les personnes bénéficiaires de la protection universelle maladie, ce qui paraît conforme au principe d'égalité devant la protection sociale, comme au principe de solidarité qui constitue l'un des 3 principes fondateurs du modèle bioéthique français, avec les principes de dignité et de liberté. Une des priorités des politiques publiques est de chercher à limiter les inégalités sociales liées aux revenus. Et le gouvernement ne pourrait se résoudre à ouvrir un droit qui serait réservé aux femmes les plus aisées. En tout état de cause, le Conseil d'État a tranché la question dans son avis de juin 2018. Il dit bien « Il paraît exclu pour des raisons juridiques d'établir un régime différent de prise en charge au regard de la seule orientation sexuelle ». Voilà pourquoi nous souhaitons revenir au texte initial du gouvernement. Nous ne souhaitons pas avoir un droit formel qui ne serait pas un droit réel. Merci. Dans la discussion commune, un amendement qui est un tout petit peu différent. Madame Elisabeth Doineau. Oui, merci Monsieur le Président. Mais compte tenu des explications de Madame la Ministre et d'un certain nombre de mes collègues, je vais retirer mon amendement et au profit de celui du gouvernement. Merci. Donc, Madame la rapporteure, Madame Jourdain, l'avis de la Commission. L'avis de la Commission est le même que celui qui a été émis hier, à savoir qu'il faut peut-être, dans cette Assemblée, faire du droit. Et si nous faisons du droit, pour savoir quels sont les actes qui doivent être remboursés par la Sécurité sociale, nous nous référons au Code de la Sécurité sociale et aux conditions de prise en charge de ces actes. Ils sont assez clairement définis, ces actes et leurs conditions de prise en charge. Notre système de solidarité nationale, auquel tout le monde tient ici, je pense, de la même façon, a vocation à assurer, et je cite, « la protection contre le risque et les conséquences de la maladie ». Confrontons ce texte, qui me paraît assez clair, avec le type d'AMP que nous voulons faire prendre en charge, non pas en fonction du public précisément auquel il se destine, mais du caractère véritablement médical de cette prise en charge. Madame la ministre, je suis navrée, mais je ne partage pas du tout votre vision des choses et votre opinion lorsque vous indiquez qu'il n'y a pas de caractère médical à l'AMP pour les couples hétérosexuels actuellement. Je cite le texte. L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple formé d'un homme et d'une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Il me semble que nous nous trouvons dans les conditions de remboursement fixées par le Code de la Sécurité sociale. Si nous parlons du nouveau public que nous avons aujourd'hui rajouté, les femmes seules et les couples de femmes, nous ne sommes ni en présence d'une infertilité médicalement constatée, puisque si les couples de femmes ne peuvent pas avoir d'enfants ou les femmes seules ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est tout simplement parce que l'espèce humaine est une espèce à procréation sexuée et que seul ou avec un membre du même sexe, on ne peut pas avoir d'enfants. Nous ne sommes pas dans les conditions de prise en charge de la sécurité sociale et nous estimons que la solidarité nationale n'a pas, dans ces conditions, à être mise en œuvre. C'est pourquoi, bien évidemment, l'avis de la Commission est toujours un avis défavorable à ces amendements. Merci. Donc, en explication de vote, Monsieur Sébastien Meurant. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais intervenir au nom de la justice pour tous les couples hétérosexuels qui bénéficient des droits à la sécurité sociale lorsqu'ils sont pères ou mères
et qui peuvent avoir droit à un congé paternité ou congé maternité en fonction de leur sexe hérité de leurs parents. Et je me tourne vers les éminents membres de cette Assemblée qui, pour certains d'entre eux, ont soutenu des politiques contraires à l'intérêt des familles françaises, et on a vu le résultat sur la baisse de la natalité. Et en tant qu'ancien maire, je peux témoigner de PMA faites à l'étranger, de mêmes personnes demandant une fois, et été remboursées par la Sécurité sociale, et là j'interroge Madame la Ministre, les congés paternité, et une autre fois les congés maternité, ce qui me semble être une injustice majeure par rapport aux couples hétérosexuels qui sont père ou mère et pas les deux. C'est du vécu et je pose la question, est-ce une injustice? Vraie injustice, me semble-t-il. J'espère que vous serez tous d'accord. Merci. Explication de vote, Monsieur Michel Amiel. Moi, sur cet amendement, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Vous connaissez ma position, je n'ai pas voté l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Mais quand même, à partir du moment où on estimerait judicieux, et ça a été le cas aussi bien de la Commission, et je dis bien aussi bien de la Commission que ce qui s'est passé en séance hier, il paraît normal, pour des raisons, alors là, vraiment d'égalité sociale, comme l'a bien détaillé Madame Rossignol, au titre de la solidarité voulue par la Sécurité sociale, que cela soit remboursé. Raison pour laquelle, même si je n'ai pas voté l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, je vais voter cet amendement, qui me paraît un amendement juste d'un point de vue social. Et Madame le rapporteur, pardonnez-moi, mais il me semble quand même que de la part de la Commission, il y a une forme de bonne conscience à vouloir presque se rattraper d'avoir voté l'ouverture de la PMA pour toutes et tout à coup de faire marche arrière pour qu'elle ne soit pas remboursée. Une bonne conscience qui frôlerait presque l'hypocrisie. Merci. Madame Laurence Cohen. Oui, je répéterai quand même les termes du débat qu'on a déjà eu hier. Alors qu'on s'apprête à voter l'ouverture d'un droit pour toutes, immédiatement, la majorité de la commission spéciale met des obstacles à ce droit. Et plusieurs de mes collègues l'ont dit, ces obstacles vont toucher socialement un certain nombre de femmes seules ou en couple. Donc c'est vraiment inégalitaire et c'est discriminatoire. Je trouve qu'à partir du moment, et nos débats ont été positifs de ce point de vue-là, on a réfléchi ensemble, certains ont avancé, enfin pour moi avancé parce qu'ils sont allés pour reconnaître ce droit à toutes, mais enfin on a cheminé. Il me semble qu'il faut aller au bout. Et là, moi, je trouve que l'attitude et ce que défend notamment la rapporteure a un caractère punitif. Et à partir de là, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse et puis ne pas se cacher derrière le côté pathologique des actes qui seraient remboursés par la Sécurité sociale. J'ai déjà donné l'exemple hier. Congé maternité, c'est pas pathologique, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Voilà. Merci, Monsieur Alain Milon, Monsieur le Président. Merci, Président. Je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit Madame la Ministre par rapport au Conseil d'État, puisque c'est quand même important. C'est vrai que le Conseil d'État a dit qu'il paraît exclu pour des raisons juridiques d'établir un régime différent de prise en charge au regard de la seule orientation sexuelle. Et là, je vous rejoins complètement, c'est écrit. Mais il a aussi mis le seul critère pertinent serait la visée thérapeutique, à l'instar de ce qui existe pour distinguer la chirurgie esthétique de la chirurgie réparatrice. C'est toute la différence que nous souhaitons mettre en place. Et je vais maintenant revenir sur ce qui a pu être dit par les uns et par les autres. D'abord, la politique nataliste, parce que c'est vrai que nous parlons beaucoup et souvent, dans le cadre des PLFSS, et depuis quelques années, d'une déficience de la politique nataliste par rapport à ce qui existait auparavant. Je ne vais quand même pas vous rappeler le quotient familial, la page, etc. Tout ça, ça a été supprimé, ça fait 7 ans. 7 ans.
maintenant 5 années M. Hollande et 2 années M. Macron, que toutes ces prestations familiales, dans le cadre des caisses d'allocations familiales, ont été diminuées, pas supprimées, je mentirais en disant supprimées, ont été diminuées d'une manière assez forte. Et donc, on a constaté, à la suite de cela, une baisse de la natalité. Est-ce que ça n'est que cela? Sûrement pas. Mais c'est quand même une des causes à la baisse de la natalité. Alors, dire que nous, en demandant que la sécurité sociale ne prenne pas en charge l'acte d'AMP n'entraînera pas obligatoirement une diminution aussi importante que celle qui a pu exister jusqu'à présent sous votre responsabilité de la natalité sur le territoire national. Pour ce qui est de la prise en charge par la sécurité sociale, encore une fois, Madame la ministre a dit il n'y a pas obligatoirement de pathologie dans le cadre des couples hétérosexuels. Non, mais la prise en charge d'AMP est prise à partir du moment où dans les couples hétérosexuels, il y a une infertilité médicalement constatée. Bon, si le médecin constate une infertilité, c'est qu'il y a quand même un problème médical quelque part. Et je crois que nous devons rester sur la notion de remboursement d'actes médicaux justifiés par une pathologie quelconque, même si c'est simplement une infertilité médicalement constatée. Pour ce qui est de l'IVG, Mme Rossignol a raison. Ce n'est pas en 1975, mais malheureusement d'ailleurs, que ça a été pris en charge par la Sécurité sociale, mais en 1982, il n'en demeure pas moins vrai que cet acte-là est complètement différent de l'acte d'AMP. C'est un acte chirurgical important. L'AMP c'en est un aussi, mais quand même, les dangers au niveau du utérus sont moins grands. Et puis, je voudrais juste rappeler une chose qui me semble importante. Je l'ai dit hier, mais personne ne veut trop, enfin, dans certains rangs de cette Assemblée, personne ne veut trop en parler. Mais à la rigueur, si la sécurité sociale ne prend pas en charge, les mutuelles, qui, vous le savez, font des bénéfices assez considérables, peuvent, elles, s'amuser à le prendre en charge sans difficulté. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'explication. Oui, pardon, Monsieur le Président. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais juste rappeler quelle est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est celle du remboursement de l'assistance médicale à la procréation par l'assurance maladie. Pourquoi? Parce que l'assistance médicale à la procréation est réservée aux couples infertiles et qu'il y a une constatation médicale de cette infertilité et qu'il s'agit d'appliquer en quelque sorte des soins pour remédier à cette infertilité. L'assurance maladie ne couvre pas ces actes de soins parce qu'il s'agit d'un droit. Et par conséquent, on ne peut pas dire que le droit existant à un financement par la solidarité nationale de l'assistance médicale à la procréation, il faudrait ipso facto l'appliquer aux nouveaux cas d'ouverture de l'assistance médicale à la procréation. Les nouveaux cas d'assistance médicale à la procréation sont de nature différente. Ils ne sont pas justifiés par une situation médicalement constatée. Il est évident que si on n'a pas trouvé médicalement la cause de l'infertilité, on l'a constatée néanmoins. Et si les couples se soumettent au traitement de l'infertilité, dont chacun a pu rappeler que c'était un traitement particulièrement pénible dans un certain nombre de cas, c'est bien qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants tout de même. Nous sommes dans une situation bien différente si nous élargissons l'assistance médicale à la procréation, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de raison médicale et il n'y a pas le traitement d'une infertilité qui relève d'une pathologie, même quand on n'en a pas déterminé les causes médicalement. Et par conséquent, je crois qu'il est tout à fait abusif de dire qu'il y aurait un droit déjà constaté dont on priverait uniquement les nouveaux arrivants, en quelque sorte, dans le régime de l'assistance médicale à la procréation. Il faut donc bien faire cette distinction. Je ne vois pas quelle serait la légitimité d'un financement par l'assurance maladie de quelque chose qui ne relève en aucun cas d'une indication médicale. Ça n'est pas une indication médicale. Vous pouvez décider
parce que vous êtes le gouvernement, parce qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale, de mettre en place un financement solidaire. Personnellement, je m'y opposerai, puisque je ne suis pas favorable à cette extension de l'assistance médicale à la procréation. Mais si vous le faites, trouvez un budget, puisque c'est une de vos priorités, sur un autre chapitre que l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie n'est pas faite pour ça, c'est une charge indue pour l'assurance maladie. L'assurance maladie n'est pas la vache à lait des politiques gouvernementales de solidarité. Merci, Monsieur Jean-Pierre Corbizet. Répondre au président Milon, parce qu'on parle de la PMA pour des couples hétérosexuels avec une infertilité constatée. Or, on a dit hier que bien souvent, après une PMA, quelques années plus tard, le couple retrouve une fertilité naturelle. Donc, à un moment donné, est-ce que X années après, on va dire, mais attendez, puisque votre fertilité est retrouvée, vous allez nous rembourser la PMA prise en charge X années auparavant. Donc, et aujourd'hui, comme on sait qu'une PMA ne fonctionne pas forcément du premier coup, jusqu'où va-t-on prendre en charge un couple aussi bien hétérosexuel dont la PMA ne fonctionne pas tout de suite, jusqu'où va-t-on aller effectivement dans la prise en charge si c'est une femme seule ou un couple de femmes. Or, aujourd'hui, on sait qu'une PMA à l'étranger, Belgique ou Espagne, c'est 500 €. L'acte coûte 500 € à l'étranger. Bon, est-ce qu'à un moment donné, on ne risque pas, par rapport au fait que ça ne soit pas pris en charge, de repartir dans une déviance où on va renvoyer ces couples qui continuera à payer de façon plus ou moins occulte dans les pays étrangers un acte chirurgical, enfin une PMA, dont ensuite la sécurité sociale prendra en charge en France le suivi médicalisé de la femme enceinte. Merci, Madame Véronique Guillotin. Oui, je pense que le concept, en tout cas la définition d'infertilité est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. L'infertilité, je reprends la définition, c'est une absence de grossesse après 12 ou 24 mois de rapports sexuels complets, réguliers, 2 à 3 fois par semaine, sans contraception. Alors, je ne sais pas si c'est une définition éminemment médicale ou si le médecin peut juger, témoigner, vérifier de cette infertilité dans un couple hétérosexuel, mais en tout état de cause, c'est un constat. C'est le constat qu'un couple hétérosexuel ne peut pas avoir d'enfant. Alors la cause médicale, elle est peut-être pas médicale, elle peut être peut-être pas y avoir assez de rapports sexuels ou pas du tout, et de venir voir une PMA. Et je pense que le couple homosexuel ou la femme seule, le constat est à peu près le même. Il serait, à mon sens, ce serait un non-sens d'avoir ouvert la PMA à toutes et à tous et à ce stade de la discussion de fermer le remboursement, ce qui créerait une distorsion d'égalité au terme d'une définition d'infertilité qui, somme toute, pourrait s'appliquer autant aux couples homosexuels qu'aux couples hétérosexuels. Si, Madame Laurence Rossignol. Madame Guillotin a donné la définition que je voulais donner de l'infertilité, et je pense qu'il y a une ambiguïté sur médicalement constaté. Médicalement constaté veut dire constaté par des médecins. Voilà, c'est constaté par des médecins. Et les médecins se contentent de constater qu'un couple qui est suivi depuis plusieurs mois déclare que malgré des rapports sexuels réguliers, même fréquents, il n'y a toujours pas de grossesse. C'est ça médicalement constaté. Et donc je voudrais juste dire une chose à nos collègues, on ne soigne pas l'infertilité. L'AMP ne soigne pas l'infertilité. Celui qui est infertile avant une AMP est toujours aussi infertile après l'AMP. Il est toujours stérile. En revanche, le couple a un enfant. Le couple a un enfant, mais il n'y a pas de traitement médical par l'AMP de l'infertilité. Dès lors, je ne vois pas pourquoi on la refuserait aux couples de femmes ou aux femmes seules, si ce n'est, comme l'a dit le président Bas assez spontanément et franchement, c'est que, comme il est opposé à l'AMP, il ne veut pas que la sécurité sociale prenne en charge à l'AMP aux femmes seules. C'est un autre débat sur qui est opposé à l'AMP en réalité. Je rappelle quand même que sur l'AMP, avec tiers donneur, ce n'est pas aussi consensuel qu'on veut bien le croire. Je vous rappelle que les associations les plus activistes sur ces sujets sont aussi opposées à l'AMP avec tiers donneur,
que les consignes de l'Église catholique du Vatican ne reconnaissent pas non plus l'AMP avec tiers donneur, même s'il a fallu s'adapter au fait qu'il y avait des couples qui souhaitaient à la fois rester dans l'Église catholique et pratiquer des AMP avec tiers donneur. Donc on est là en fait sur un problème qui est à mon avis bien plus antérieur, qui est une grande réticence à l'AMP avec tiers donneur, qui est une concession pour les couples hétérosexuels, mais concession que vous ne faites pas à l'égard des couples lesbiens, parce qu'en fait, vous leur déniez le droit d'avoir des enfants et de les élever. Merci, monsieur. Pardon, monsieur le président, oui. Deux petites choses à répondre à monsieur Corbizet. D'abord, c'est vrai que après une AMP, parfois des grossesses naturelles reviennent. Non, c'est pas un miracle, non. Il y a certainement des raisons, des causes qu'on n'a pas toujours découvertes, mais avant l'AMP, ça n'existe pas. Donc, ça peut débloquer certaines choses et on ne sait pas toujours quoi. Pour ce qui est de Laurence Rossignol, juste comme ça par boutade, l'arthrose de hanche bien évoluée, on ne la soigne pas non plus. On met une prothèse, donc on ne fait que la remplacer. On ne la soigne pas. Merci. Monsieur Jomier. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faudrait quand même... On doit avoir conscience que le champ des prises en charge de la sécurité sociale a considérablement évolué depuis sa création. C'est-à-dire, quand elle a été créée, elle dépensait l'essentiel des sommes dans des indemnités journalières, pas du tout dans des soins. Et puis, les soins sont arrivés, et puis les actes de prévention. Les actes de prévention occupent progressivement une part de plus en plus importante dans les prises en charge de l'assurance maladie. C'est le soin qui est pris en charge plus que l'indication. Moi, je voudrais rappeler, c'est public, hein, puisqu'il l'a écrit René Friedman dans un livre, je crois, publié en 2016 ou 2017, dans Le droit de choisir, raconte que, comme ses collègues spécialistes de la reproduction, il a reçu des couples qui sont venus le voir tout en lui disant qu'il n'avait aucune vie sexuelle et demandant une aide médicale à la procréation. Ce n'est pas anecdotique du tout. Et il raconte, comme ses collègues, qui ne voient pas pourquoi il aurait refusé une prise en charge. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus pour un diagnostic d'infertilité ou autre, et ça peut vous choquer de dire « Ah ben il n'y avait pas de pathologie », mais ils sont venus pour un soin. Et il a eu raison, non seulement à titre individuel et empathique, mais de façon plus générale, parce que c'est bien la mission de la sécurité sociale, à mon sens, que d'apporter ces soins et de les prendre en charge. Moi, j'entends la cohérence du raisonnement de ceux qui s'opposent à cette extension de la PMA et donc s'opposent à son remboursement. Mais vous ne pouvez pas nier que la conséquence très directe, c'est que les personnes concernées se répartiront en deux catégories, celles qui auront les moyens et qui feront, et celles qui n'auront pas les moyens et qui n'accéderont pas. C'est donc, encore une fois, une décision qui est de nature restrictive et qui vise à limiter la portée du droit nouveau que nous avons ouvert. Merci. Si je n'ai pas d'autres demandes... Pardon, monsieur Salvodelli. Oui, une réflexion et deux réactions, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. La première, c'est par présence ici, mais aussi par regard de nos débats depuis le début. Je me dis peut-être que pour qu'on ait aussi, après le recul nécessaire, quels qu'aient été nos votes, je pense que de supprimer une quelconque financement, acceptation, prise en charge, permettra d'évaluer les décisions qu'on aura prises, pour ne pas rajouter des polémiques à la polémique. Moi, je pense qu'il y a un moment, quand on ouvre un droit, et y compris avec la qualité de la discussion qu'on a là, il faut sortir cette question-là. Franchement, je pense qu'après, parce qu'il va y avoir l'expérimentation, il va y avoir l'évaluation. Voilà. La deuxième chose après, c'est deux petites réactions. Je m'excuse, monsieur. Après, ça m'arrive aussi, mais Président Millon, la façon dont vous avez répondu à notre collègue
Laurence Rossignol sur la comparaison avec la prothèse de hanche, pas fameux quand même. Vous voyez, pas brillant. Pas brillant. Et justement, parce que je fais partie de ceux qui ne cherchent pas de la polémique pour la polémique, on va refermer la parenthèse pour éviter de commenter ce type de réaction. Par contre, j'en ai une politique, et qui fait qu'il reste des divergences, même si des fois on va voter pareil, c'est que je vous ai bien entendu, vous avez essayé de glisser le fait que les mutuelles pouvaient être non pas un complément de la sécurité sociale, mais une substitution à la sécurité sociale. Et ça a un sens politique, Président Millon. Merci, Monsieur Yves Daudigny. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans ce débat important, moi je veux dire mon total soutien aux argumentations qui ont été présentées par mes collègues. Je pense en particulier à Laurence Rossignol ou récemment à Bernard Jomier. Alors, citons quelques chiffres. Dans le détail, le coût d'une fécondation in vitro, donc qui est, c'est vrai, une des PMA les plus chères, est estimé autour de 3 000 €. Mais s'ajoute à ce prix le coût de conservation des gamètes, les médicaments de stimulation ovarienne et d'autres frais. Dans un avis de 2017, le CCNE évalue le coût global moyen de 3 cycles de traitement, donc de fécondation in vitro, de FIV à 20 000 € par femme. Alors ça, c'est l'aspect dépenses par la femme. Pour l'assurance maladie, selon le Conseil d'orientation de l'Agence de biomédecine, le coût de l'AMP pour l'assurance maladie peut être évalué à environ 200 millions, d'autres diront 300 millions, c'est-à-dire 0,1% de l'ensemble des dépenses de l'assurance maladie, avec un ONDAM qui est autour de 200 milliards d'euros. Pas millions, mais milliards. Ouvrir ce droit, ce qui est le sujet de l'article 1, mais le fermer aujourd'hui par le non-remboursement par la sécurité sociale est un acte qui n'est pas acceptable. Je partage complètement les arguments qui ont été récemment présentés. Je vous remercie. Merci. Monsieur Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. En fait, quand on parle de PMA, ça m'a rappelé l'histoire de France, Catherine de Médicis et Henri II qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et Catherine de Médicis a vu le médecin et il lui a expliqué que pour des raisons physiologiques, il fallait qu'il s'y prenne d'une certaine manière pour avoir un succès. Et ils ont eu 5 enfants. Voilà, c'est mon premier exemple de procréation médicalement assistée. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que c'est une histoire que je comprends, qui porte. Le président Bas, tout à l'heure, a fait une démonstration, et très honnêtement, qui avait l'air excessivement intelligente, que moi, je n'ai rien compris. Mais j'ai bien compris la fin, que vous étiez contre, mais vraiment, c'était un peu compliqué pour moi. J'ai rien compris. Ceci étant, tout à l'heure, j'ai exprimé le fait que j'avais voté l'amendement pour la PMA post-mortem pour une raison de liberté. Et là, je vais voter, bien sûr, l'amendement du gouvernement pour un principe républicain qui s'appelle celui de l'égalité. Je vous remercie. Monsieur Fabien Gay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je crois que nous avons eu un long débat et des arguments se sont échangés entre celles et ceux qui sont pour l'ouverture et celles et ceux qui sont contre. Mais je ne mêlerai pas ce débat avec le débat que nous avons. C'est pour ça que je me suis retrouvé tout à l'heure dans l'intervention d'un de nos collègues qui disait « j'étais voté contre », mais là, ce n'est plus la question. Une fois que nous avons décidé collectivement l'ouverture d'un droit, nous étions sur ces bancs plutôt pour, enfin globalement tout le monde pour, sauf un de nos collègues. La question qui nous est posée maintenant, c'est comment nous faisons qu'il y ait accès à ce droit et qu'il y ait égalité et qu'il n'y ait pas celles en l'occurrence qui pourraient se le payer et celles qui ne pourraient pas se le payer. C'est ça la question. Donc, il y a un droit que nous ouvrons et moi je pense qu'il est juste et maintenant nous devons garantir
l'accès à ce droit. Et l'accès à ce droit, c'est de pouvoir être remboursé par la sécurité sociale, pour ne pas créer une inégalité de fait. Donc moi, je pense qu'au moment où nous sommes de ce débat, même celles et ceux qui ont voté contre, et je le respecte, doivent se dire que nous dissocions cette question et que nous pouvons, même si nous étions contre hier, pouvoir dire oui, mais à partir du moment où collectivement nous l'avons décidé, ce droit doit être garanti et l'égalité devant l'accès à ce droit. C'est la même question pour l'ensemble des droits qui sont donnés et acquis chaque jour. Je vous remercie. Bien. Non, Monsieur Corbizet, non, vous avez déjà pris la parole. Eh oui, une fois l'explication de vote. Merci. Donc, je vais mettre aux voix, mais je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain pour les amendements identiques 115, 228, 262 et 295. Je vous rappelle qu'il y a un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Donc le scrutin est ouvert. Alors voici le résultat du scrutin numéro 68 sur les amendements identiques 115 rectifié, 228, 262 rectifié, 295. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 331, nombre de suffrages exprimés 318, pour l'adoption 142, contre 176. Donc les amendements ne sont pas adoptés. Rejet de la PMA post-mortem, non-remboursement de la PMA pour toutes. Voilà les deux points sur lesquels les sénateurs se sont penchés à l'occasion du débat sur la PMA pour toutes. Une PMA pour toutes qui a donc été adoptée par le Sénat. Les sénateurs vont maintenant examiner les autres articles du projet de loi bioéthique. On en reparlera bien évidemment sur notre antenne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur Public